Salut, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler du risque bruit. Il faut savoir qu'en France, quasiment un tiers des salariés s'estiment exposés à des niveaux sonores qui sont dangereux pour leur santé, ça représente plus de 8 millions de personnes. Et là encore, on parle que dans un contexte professionnel. Si on intègre en plus notre vie perso, on peut se dire que quasiment tout le monde est exposé à un moment donné au risque bruit. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que c'est que le bruit, on va voir comment l'évaluer en fonction de la réglementation, mais aussi en fonction de notre perception dans la vraie vie, pour mieux comprendre les effets que ça peut avoir sur notre santé. Et enfin, on verra des mesures de prévention pour en diminuer l'exposition. Vous êtes prêts à ouvrir grand vos oreilles? Alors c'est parti, intro. Je m'appelle Maëlle et mon métier c'est la sécurité au travail. Mon but c'est de partager avec vous l'intérêt de donner du sens à la prévention des risques professionnels. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Pour bien comprendre ce que c'est que le bruit, il faut savoir faire la différence entre un son et un bruit. Le son, ou plutôt les sons, ce sont des vibrations dans l'air qui vont se propager sous forme d'ondes sonores acoustiques. Ces ondes, elles vont avoir des fréquences qu'on va exprimer en hertz. Plus les vibrations seront lentes, plus on aura une fréquence faible, donc plus on aura un son grave. Et donc à l'inverse, plus on aura des vibrations rapides, plus la fréquence sera forte et plus on aura un son aigu. Parmi toutes les fréquences sonores qui existent, il n'y en a que certaines qui sont audibles pour l'homme. C'est celles qui sont situées entre 20 Hz et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, on va parler des infrasons et au-dessus de 20 000 Hz, on va parler des ultrasons. On parle de bruit dès lors qu'un ensemble de sons est perçu comme gênant. Et donc ça en fait une notion qui est subjective. Déjà d'un point de vue personnel. Si par exemple vous allez au cinéma, le volume sonore qui va être au cinéma va être pour vous plutôt agréable. Mais si chez vous, vous mettez au même volume sonore, c'est fort probable qu'à ce moment-là, ça va vous gêner. C'est aussi une notion subjective parce que suivant la personne qui va percevoir le son, certains vont le considérer comme agréable et d'autres vont le considérer comme gênant. C'est pour ça que des fois, on se bat sur le volume quand on veut mettre la télé. Après, au-delà d'une certaine limite, quand on est dans un niveau sonore qui est très élevé, tous les sons vont être perçus comme gênants, voire dangereux, même si à la base c'était des sons qui étaient très agréables, comme par exemple pour de la musique. Le bruit, ça se mesure en décibels, c'est vraiment l'unité par excellence dans le monde de l'audio et dans le monde de la prévention des risques. Les décibels, elles nous viennent de Monsieur Bell, qui est d'ailleurs l'inventeur du téléphone. C'est lui qui a créé cette première échelle de mesure au niveau acoustique. Je vous passe tous les détails sur les études qu'il a menées, même si c'est super intéressant, pour au final aboutir à son échelle qui va de 0 dB, qui est le seuil de perception de notre oreille, à 140 dB, qui est le seuil de douleur. Mais si on s'était arrêté là, ça aurait été trop simple. En fait, il y a plein de types de décibels qui existent. Pour vous en citer quelques exemples, on a les dB-SPL, avec les dBA, les dBB et les dBc. On a aussi les dBu, qui en fait s'appelaient avant les dBV, mais qu'il fallait pas confondre avec les dB grand V. On a aussi les dBm, les dB numériques, etc. Mais comme on n'est pas là pour faire un cours sur les différents types de décibels, mais bien pour parler du bruit, nous, ce qu'on va retenir vis-à-vis de ce risque, ce sont les dBA et les dBc. Les dBA, ça prend en compte la sensibilité de l'oreille humaine pour les niveaux de bruit faibles et modérés. Alors que les dBc sont là pour prendre en compte la sensibilité de l'oreille aux niveaux de bruit qui sont élevés, notamment tout ce qui va être bruit impulsionnel comme des chocs ou des détonations. Donc maintenant qu'on a défini ce que c'est que le bruit, on va voir comment concrètement l'évaluer. Pour bien comprendre et illustrer les différents niveaux sonores, je vais construire une échelle. Donc là, on va se baser en dBA. On va intégrer dans cette échelle des exemples du quotidien, donc des exemples plutôt personnels, et des exemples du travail, donc des exemples plutôt professionnels. Et donc, je vais venir y placer différents exemples. On estime que la respiration, c'est environ 10 dBA. Un appartement calme, on va mettre ça à 30 dBA. Une conversation normale, donc plutôt une conversation calme, elle va être de l'ordre de 50 dBA. Donc pour vous donner une idée, je suis à peu près à 50 dBA là en train de m'exprimer. Un restaurant bruyant, ça va être plutôt de l'ordre de 70 dB. 96 dB, c'est le seuil maximum que j'ai réussi à atteindre sur mes AirPods. D'ailleurs, abonnez-vous, je vais créer une vidéo dédiée sur la fonction audition des iPhones et des AirPods. J'ai découvert ça en préparant la vidéo et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Un concert, on va placer ça vers les 100 dB et à 130 dBA, on va trouver la valeur mesurée par Villebrequin sur leur multiplat. Ça va péter, attention 3, 2, 1...
Côté travail, dans un bureau qui est non collaboratif, on va être de l'ordre de 45 dB. Alors que dans un bureau bruyant, type centre d'appel, on va être plutôt de l'ordre des 60 dBA. Pour une imprimante, on va être aux alentours de 70 dBA. Côté utilisation d'outils, on va trouver l'utilisation d'une ponceuse vers 90 dBA, l'utilisation d'une scie circulaire autour de 100 dBA, un marteau-piqueur aux alentours de 120 dBA, et encore le décollage d'un avion aux alentours des 130 dBA. Un truc qui est hyper important à comprendre quand on parle de niveau sonore, c'est que deux niveaux sonores ne vont pas directement s'additionner. Quand l'intensité sonore va doubler, on va prendre 3 dB. Pour mieux illustrer ça, si on a une imprimante qui fait 70 dBA et qu'on met une deuxième imprimante équivalente à côté et qu'on l'allume, on aura un niveau sonore de 73 dBA. Ça, il y a une explication tout à fait scientifique à ça, c'est qu'en fait l'échelle des sons, c'est une échelle logarithmique. Une échelle logarithmique, c'est un système de graduation en progression géométrique. Chaque pas multiplie la valeur par une constante positive. De ce fait, la position sur l'axe d'une valeur, elle est proportionnelle à son logarithme. C'est ce qu'on voit bien ici sur l'échelle. À gauche, on a une échelle qui est linéaire, ce qu'on a généralement l'habitude d'utiliser, alors qu'en bas, on a une échelle logarithmique et c'est comme ça qu'on mesure le bruit. Je pense pas que ça soit utile d'aller dans des explications plus complexes et en plus, j'ai clairement pas envie de me replonger dans mes cours de lycée. Donc retenez juste cette règle de 3 dB. Quand l'intensité sonore double, on rajoute 3 dB. Donc une imprimante égale 70 dB, deux imprimantes égale 73 dB, quatre imprimantes égale 76 dB, etc., etc. Je vous l'ai dit dans la première partie, la notion de bruit, elle est plutôt subjective, pour autant la réglementation, elle ne peut pas l'être, donc il y a bien des valeurs qui sont définies vis-à-vis du risque bruit. Côté travail, ça va se retrouver dans le code du travail et plus spécifiquement à l'article R4431-2 où on va avoir un tableau qui va nous définir des valeurs d'exposition et des niveaux d'exposition. Pour rendre ça plus digeste, je vais modifier le tableau. Il va y avoir 3 valeurs d'exposition qui vont être relatives à des niveaux d'exposition exprimés soit en dBA, soit en dBc. En dBA, ça va être les niveaux d'exposition quotidienne au bruit. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on est plutôt sur les niveaux faibles et les niveaux moyens du bruit. Et en dBc, ça va être les niveaux de pression acoustique de crête, ou plus concrètement, les niveaux élevés de bruit. En valeur d'exposition, on va trouver 3 valeurs. Les valeurs d'exposition inférieures qui déclenchent l'action de prévention, des valeurs d'exposition supérieures qui déclenchent d'autres actions de prévention et des valeurs limites d'exposition. Concernant les niveaux de pression acoustique, en valeur d'exposition inférieure, on va être à 135 dBc. En valeur d'exposition supérieure, on va être à 137 dBc. Et en valeur limite d'exposition, on va être à 140 dBc. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur des niveaux qui sont vraiment très élevés, sur des bruits impulsionnels bien spécifiques, comme les bruits lors du décollage d'un avion de chasse. On va maintenant s'intéresser au niveau d'exposition en dBA. La valeur d'exposition inférieure déclenchant l'action de prévention, elle est à 80 dBA. Celle qui est supérieure qui déclenche des actions de prévention, elle est à 85 dBA. Et la valeur limite d'exposition, elle est à 87 dBA. En gros, au-delà de 80 dBA, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs des protections individuelles contre le bruit. Il doit les informer et les former à la problématique du bruit, proposer un examen auditif et consulter les représentants des travailleurs. Au-delà de 85 dBA, l'employeur, il impose le port des protections individuelles, met en place une signalisation sur les lieux à risque et s'assure d'une surveillance médicale renforcée de ses employés. Il doit également mettre en œuvre des mesures techniques ou organisationnelles afin de réduire l'exposition au bruit, mais ça c'est ce qu'on va voir dans la partie 4. Et au-delà de 87 dBA, ce seuil ne doit en aucun cas être dépassé. Donc si je reprends mon tableau brut comme ça, on pourrait croire qu'il y a énormément de niveaux sonores auxquels des salariés peuvent être exposés qui sont hors cadre réglementaire. Mais ça c'est si on prend la valeur brute à un instant T, alors qu'en fait le code du travail, il nous parle de niveau d'exposition quotidienne au bruit. Une journée de travail, c'est 8 heures, donc il faut réussir à faire une évaluation du niveau d'exposition au bruit sur toute cette journée de travail. Et comme pour le bruit, on a toujours cette histoire d'échelle logarithmique, on ne peut pas juste faire une moyenne entre différents moments de la journée. Donc pour faire notre mesure, on va utiliser une calculette qui se rapporte à la norme ISO 9612 pour pouvoir calculer concrètement notre niveau d'exposition. On va prendre un exemple. On va essayer de calculer ça sur l'exposition de Villebrequin lors de la mesure sur le multipleur. On sait que leur niveau qui a été mesuré, il était de 130 dB pendant 1 minute. Moi, j'estime que le tournage, il a duré environ 3 heures. Donc en fait, si on fait 3 heures moins 7 minutes, on peut estimer qu'on était à peu près 60 dB, qui correspond à une ambiance de travail plutôt bruyante. Puis, sur les 5 heures qui restent, on était plutôt dans une phase de préparation au tournage ou de rangement.
Donc là, je l'ai estimé à 50 dBA. Donc si je rentre toutes ces mesures dans mon tableau, j'arrive à une exposition sur 8 heures de 104 dB. Donc là, évidemment, c'est sans surprise, mais si je compare ces 104 dBA à la valeur limite d'exposition de 87 dBA, on voit qu'ils sont clairement en écart réglementaire vis-à-vis du code du travail et qu'il y aurait eu besoin de mettre des mesures de prévention. Je prends un autre exemple pour continuer de bien vous faire comprendre ces différentes valeurs limites d'exposition. On prend ce cas-là et on va prendre le barmaid qui est ici, où on nous dit que pendant un concert, il est exposé à 89 dBA. Si je prends la valeur brute du code du travail, on pourrait donc croire qu'on explose aussi les valeurs limites réglementaires. Maintenant, on va réaliser son évaluation. Si on prend sa journée de travail, on va dire qu'il va arriver, préparer et tout installer, donc pendant à peu près 2 heures à un niveau de bruit de 50 dB. Ensuite, la salle de concert va ouvrir ses portes, donc il va y avoir un niveau de bruit qui va augmenter pendant environ 1 heure, on est à 70 dB. Ensuite, début de la première partie, c'est là où il est concrètement exposé à 89 dB, la première partie elle dure environ une demi-heure. Ensuite, changement d'artiste, préparation, etc., on retombe à une ambiance de 70 dB pendant une demi-heure. Le concert commence, on est sur du 89 dB pendant environ 2 heures. Fin du concert, on repasse à une ambiance bruyante le temps que les gens sortent de la salle, on est sur du 70 dB pendant 1 heure. Et enfin, il finit pendant 1 heure par tout le rangement. Si on fait cette évaluation courant toutes les mesures, là, à ce moment-là, on voit que sa valeur d'exposition quotidienne, elle est estimée à 81 dB. C'est donc là où ça prend tout son sens, ces valeurs limites d'exposition quotidienne. Parce que là, on n'est pas à ce qu'on pourrait croire à 89 dB et à avoir explosé la valeur limite d'exposition réglementaire. On est bien sur du 81 dB, qui est la valeur d'exposition inférieure déclenchant l'action. Donc là, concrètement, ce barmaid, son employeur doit lui mettre à disposition des protections auditives, mais après, il a le choix de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Même si, d'un point de vue purement prévention, on peut que lui recommander de les porter, notamment pendant la phase de concert. Là, on parlait de la réglementation vis-à-vis des travailleurs, mais il faut savoir que cette réglementation, elle se superpose à une autre réglementation qui est dans le Code de la santé publique, qui, comme son nom l'indique, est pour le public. Ça, c'est défini à l'article R1336-1. Cet article à lire, il est clairement à vomir, et en plus j'ai vu qu'il y avait un projet de loi qui est en cours pour essayer de le modifier, mais ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir deux réglementations vis-à-vis du risque bruit, ça rend beaucoup plus complexe la prévention de ce risque pour les personnes qui travaillent en lien avec ces deux réglementations. D'ailleurs, le ministère du Travail a sorti plusieurs guides pour le secteur de la musique et du divertissement qui sont super bien faits, je vous mets les liens en description. Après, quand même, toutes ces réglementations, elles sont bien là pour nous protéger vis-à-vis des effets néfastes du bruit sur notre santé. L'effet direct et donc principal du bruit sur la santé, il va se jouer au niveau de notre audition. Un des effets qui existe, c'est la fatigue auditive. À la suite d'une exposition à un bruit intense, on peut souffrir temporairement de sifflements d'oreilles ou de bourdonnements, ce qu'on appelle aussi des acouphènes, ainsi que d'une baisse de l'acuité auditive. Généralement, cette fatigue auditive, elle disparaît avec le temps si on n'a pas une nouvelle exposition au bruit. Un niveau plus grave qui peut être atteint à cause du bruit, c'est la perte d'audition, on parle aussi de surdité. Pour bien comprendre ce que c'est, il faut se pencher sur le fonctionnement de notre oreille. L'oreille, elle comprend trois parties. L'oreille externe, avec le pavillon et le conduit auditif, qui va guider le son jusqu'au tympan, dont le rôle est de capter les variations de pression sonore. Ensuite, on a l'oreille moyenne, qui est constituée par une chaîne de trois osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui transmet les mouvements du tympan à l'oreille interne. Et donc l'oreille interne, qui est au cœur de notre système auditif, c'est un milieu liquide où il y a deux ensembles fonctionnels distincts, le vestibule qui va servir à notre équilibre et la cochlée qui là va nous intéresser puisqu'elle sert à l'audition. Il faut savoir que la cochlée elle abrite environ 15 000 cellules sensorielles ciliées qui ont un rôle déterminant dans l'audition. Parce que c'est grâce à ces cellules que la cochlée elle va pouvoir exercer une triple action. Elle amplifie les vibrations qui lui parviennent, elle analyse ces vibrations et les oriente en fonction de leur fréquence vers les fibres nerveuses qui lui sont connectées, et elle transforme l'énergie vibratoire en influx nerveux. Le cortex cérébral il interprète le message nerveux qu'il reçoit et génère la sensation auditive, qui est l'image perceptive du message sonore qui a été capté par l'oreille. Les cellules ciliées, une fois qu'elles sont endommagées, elles ne se régénèrent pas. C'est pour ça qu'on dit que la surdité, c'est une pathologie qui est irréversible. La perte d'audition, elle peut être légère, moyenne ou sévère. Le problème de la surdité légère, qui est donc le premier stade, c'est que la personne ne va pas forcément s'en rendre compte parce que les fréquences de la parole sont peu touchées. Donc le mieux pour pouvoir le détecter, c'est de réaliser un audiogramme. Le deuxième stade, la surdité moyenne, là les fréquences aiguës de la conversation sont touchées. C'est là qu'on dit qu'une personne elle est dure d'oreille et surtout qu'elle comprend plus distinctement ce qui se dit. Et le troisième stade, donc la surdité irréversible, là la personne n'entend plus rien ou très peu. Il faut bien avoir conscience que les troubles auditifs, ça va avoir trois types d'impact. Ça va avoir un impact fonctionnel, ça c'est ce qu'on a vu sur la dégradation de l'oreille.
à savoir qu'un appareil auditif ne fera jamais une aussi bonne compensation que l'audition initiale. On a aussi un impact social et affectif, puisque comme on a des troubles auditifs, ça entrave la communication, ça peut amener à de la frustration, voire même à un sentiment de solitude des personnes qui sont affectées. Et ça a aussi un impact économique qui est très fort pour les personnes qui seront obligées d'arrêter de travailler, mais aussi pour la société, puisqu'on dit que le coût d'une indemnisation d'une surdité professionnelle, c'est d'environ 100 000 euros. Parce que oui, il faut savoir que la surdité, ça peut être dans certains cas reconnu comme une maladie professionnelle dans le régime général et dans le régime agricole. Côté accident du travail, on peut aussi avoir un cas qui est reconnu, c'est ce qu'on appelle le traumatisme sonore aigu. C'est le cas où on a reçu un son hyper fort et hyper strident dans l'oreille, comme par exemple un larcène ou un bruit impulsionnel. Donc dans ce cas-là, il faut faire une déclaration d'accident du travail et surtout aller consulter aux urgences pour essayer de diminuer un maximum les effets qu'ils pourront avoir sur la santé. Le bruit, ça peut aussi entraîner d'autres effets néfastes sur la santé en dehors de l'audition. Ça va se manifester à des niveaux physiologiques et émotionnels. Il y a notamment l'OMS qui a sorti toute une étude à ce sujet en 2017 sur les populations européennes. Et le Conseil national du bruit l'a résumé dans un graphique en français. Le bruit, ça peut constituer un facteur de stress au travail, notamment quand il est chronique, imprévisible et incontrôlable. Le bruit, ça détériore aussi la performance au travail dans tout ce qui est tâches où il faut un peu réfléchir parce qu'on a du mal à se concentrer, donc on peut constater une baisse des performances cognitives. Personnellement, ça me fait péter un câble quand je suis en open space et qu'il y a quelqu'un qui prend une conversation et qui va pas s'isoler et qui provoque un bruit ultra gênant pour tout le monde. Il faut savoir aussi que l'exposition au bruit, ça a des conséquences négatives sur la qualité du sommeil. Et tout ça, ça peut avoir aussi des effets directs puis indirects sur notre fonctionnement du corps. Enfin, un dernier point qui est à pas négliger, c'est que le bruit, c'est un facteur favorisant des accidents du travail. Et ça pour plusieurs raisons. Le bruit, il détourne l'attention, donc on va peut-être moins voir les dangers qu'il y a devant nous. Le bruit, il perturbe la communication verbale, donc on va peut-être prendre des risques pour pouvoir entendre son collègue. Et le bruit, il exerce aussi un effet de masque sur les signaux d'alerte, et donc on va pas forcément percevoir immédiatement qu'on est dans une situation de danger. Mais évidemment, l'objectif, c'est pas d'arriver à tous ces effets pour la santé, c'est bien de les prévenir, donc c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie sur les mesures de prévention. Dans mesure de prévention, déjà, il y a mesure. Pour mesurer le bruit, il y a deux types d'appareils qui existent. Les dosimètres individuels et les sonomètres. Les dosimètres individuels, eux, ils vont être là pour avoir une photo pour un individu de son exposition au bruit sur une journée de travail, par exemple. Mais généralement, ce qui est le plus utilisé pour faire une mesure de bruit, c'est un sonomètre. Un sonomètre, comme tous les appareils de mesure, il faut savoir l'utiliser et réaliser la mesure conformément à ce qu'on recherche. Pour réaliser une mesure de bruit qui est efficace et surtout représentative de la réalité, il y a 4 critères à respecter. Avoir un appareil adapté, avoir une durée d'intégration qui est réglée, avoir une bonne position du microphone, et avoir autant de mesures précises que de situations d'exposition qu'il peut avoir. Si je reprends l'exemple de la vidéo de Villebrequin, et c'est vraiment pas pour les cibler, je les adore, et en fait ce qu'ils ont fait c'est représentatif de ce que la majorité des gens font. Leur mesure, elle n'est pas adaptée. Déjà, ils ont utilisé un téléphone avec une application et on voit bien qu'elle n'est pas calibrée, parce que c'est même pas précisé de quel type de décibels c'est mesuré. Donc en fait, ce qui a été enregistré par l'iPhone n'est pas représentatif de ce qu'eux, ils ont perçu. Et je pense pas trop m'avancer en disant qu'ils ont reçu beaucoup moins que ce que l'iPhone a mis, puisqu'on les imagine pas du tout approcher leur oreille du pot d'échappement, puisque là le seuil de douleur aurait probablement été beaucoup plus important, et on voit déjà dans la vidéo par moment que c'était pas forcément très agréable pour eux. Attention pour autant, je suis pas en train de dire qu'il faut pas utiliser les applications pour téléphone. Moi j'en ai une et je m'en sers ponctuellement, mais il faut bien avoir conscience que la mesure qui est indiquée ici, elle est loin d'être précise et fiable. Mais ça donne quand même une idée. Dans mesure prévention, il y a aussi prévention, et il faut savoir que la prévention du risque bruit, ça se passe dans le cadre réglementaire, comme la prévention de tous les autres risques. Donc elle est des principes généraux de prévention des risques. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui est dédiée. Il n'existe pas de recette miracle pour réduire le bruit, il va falloir agir sur différents leviers, comme par exemple des actions en amont, notamment au niveau de la conception des locaux ou dans le cadre de réaménagement. Essayer de réduire au maximum le bruit à la source, puisque plus on va agir sur la source du bruit, moins il va forcément pouvoir se diffuser dans l'environnement. Puis on va pouvoir avoir d'autres actions sur la propagation du bruit, comme l'éloignement, le traitement acoustique du local, le cloisonnement ou l'encoffrement de machines, mettre des écrans acoustiques, etc. Évidemment, plus on va multiplier les solutions, plus on va avoir de résultats. C'est par exemple le cas là sur une solution de réaménagement d'une salle de concert. Donc ici, ils ont trouvé des solutions d'aménagement en déplaçant la scène,
en ajoutant des enceintes supplémentaires pour baisser le niveau sonore par enceinte, en installant des matériaux absorbants sur certains murs, en installant un écran acoustique isolant entre le bar et la scène, et en remplaçant des portes de la cuisine, des bureaux et de la zone réservée au personnel par des portes qui sont acoustiques. Cette série de mesures a notamment apporté des gains de 8 dBA au niveau du bar, 10 dBA derrière les portes. Enfin, lorsque tous les moyens de protection collective ont été envisagés et qui ne sont pas suffisants, à ce moment-là, il va falloir basculer sur de la protection individuelle contre le bruit, les PICB. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo qui y est dédiée, donc abonnez-vous pour pas la louper. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo consacrée au risque bruit. Vous l'avez compris, il y a énormément de choses à dire et à faire vis-à-vis de ce risque. Pour moi, les 2 points les plus importants à retenir, c'est vraiment la règle des 3 dB quand l'intensité sonore double. Donc quand vous voyez des panneaux d'affichage qui indiquent du bruit et que ça augmente de plus de 3 dB, c'est vraiment que le bruit, il a été multiplié par 2. Et après, selon moi, la deuxième valeur à retenir, c'est le 85 dBA, qui est la valeur d'exposition moyenne quotidienne à partir de laquelle il va falloir porter des protections individuelles contre le bruit et aussi mettre en place des affichages qui signalent le risque. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like et surtout n'oubliez pas, la sécurité c'est comme les vidéos, ça fonctionne bien mieux si c'est partagé.